Voilà, nous allons commencer ce mini-webinaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé Deneux, juriste de Légal PME, et je suis spécialisée en droit du travail. Alors, durant les 15 petites prochaines minutes qui vont nous occuper, nous allons parler des tests préalables à l'embauche. Est-ce que de tels tests sont envisageables? Si oui, à quelles conditions? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de faire un petit rappel sur certaines conditions qui précèdent les tests préalables à l'embauche. Donc, l'employeur est obligé de fournir certaines informations au candidat. Il s'agit en l'occurrence de la fonction, c'est-à-dire quel est le poste à pourvoir. Il s'agit également de l'exigence pour l'exercice de la fonction, c'est-à-dire quels sont les diplômes nécessaires pour pouvoir postuler. Est-ce qu'il est important de savoir parler néerlandais et anglais? Si oui, quel est le niveau de connaissance exigé? Il s'agit aussi d'informer le candidat sur le lieu d'exercice, donc quel sera le lieu de travail pour la fonction. Il s'agit également de déterminer quelle sera la manière de postuler pour la fonction. Et enfin, quelle est la procédure de sélection et de recrutement? Et donc, est-ce que des tests préalables à l'embauche seront faits ou pas? Est-ce que le candidat devra passer de tels tests ou pas? Ça, ce sont des informations préalables que tout employeur devra fournir au candidat. Pourquoi de telles informations? C'est vraiment important de fournir ces informations au candidat pour lui permettre de se faire une idée de l'emploi offert, mais également pour lui permettre de préparer au mieux l'emploi qui est offert. Donc, de préparer au mieux, c'est-à-dire de préparer au mieux les tests qui pourront être passés ou également l'entretien qui sera fait avec le dirigeant d'entreprise ou le responsable RH. Donc, ce sont vraiment des informations préalables nécessaires au candidat. Ensuite, dans quelles conditions, dans quelles circonstances des tests préalables à l'embauche peuvent se réaliser? Alors oui, les tests préalables à l'embauche sont possibles, mais ils sont strictement encadrés. Donc, il y a un premier élément à prendre en compte, c'est un élément de délai raisonnable. Donc, il faut qu'entre la publication de l'emploi et la décision d'engagement, il ne s'écoule pas un délai trop long. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un délai de 2-3 mois pour réaliser cette procédure. C'est un délai raisonnable. Au-delà, ce sera un délai qui sera jugé déraisonnable, beaucoup trop long pour une procédure de recrutement. Si l'employeur envisage de faire passer des travaux productifs au candidat, il faut que la durée des travaux soit une durée nécessaire pour tester les capacités du candidat. Concrètement, quelle est une durée acceptée? C'est quelques heures. Ces quelques heures peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Des tests qui s'étalent sur plusieurs jours, donc une journée complète, 2-3 jours, ce sera jugé déraisonnable. Donc, il faut vraiment que les tests se déroulent sur quelques heures. Maintenant, il faut aussi avoir égard à la fonction, au poste qui est proposé. C'est-à-dire que des tests seront beaucoup plus longs s'il s'agit d'un poste de directeur RH que s'il s'agit d'un poste de secrétaire. Dans ce cas-là, on pourra envisager des tests à l'embauche beaucoup plus longs pour un directeur RH. Donc, il faut aussi avoir égard à la fonction qui est proposée. Mais il faut bien rester dans un délai raisonnable et un temps qui sera nécessaire pour tester les capacités du candidat. Ensuite, il faut que les frais de déplacement soient limités. Donc, on peut proposer des tests à l'embauche, mais il faut que le candidat ne fasse pas des frais de déplacement démesurés. Et il faut aussi, dans la mesure du possible, regrouper les interviews, les épreuves et les tests sur une journée pour éviter les frais de déplacement démesurés. Ensuite, il faut aussi avoir égard à la vie privée du travailleur. On pourra poser des questions relatives à la vie privée du travailleur si et seulement si elles sont pertinentes en raison de la nature de la fonction et des conditions d'exercice. Enfin, il faut également avoir égard à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, c'est-à-dire qu'il faudra que les candidats passent tous les mêmes tests et il ne faudra pas faire de différence en fonction, par exemple, de l'âge ou du sexe. Et alors, dernier élément à avoir en tête, il s'agit des frais relatifs aux épreuves. Ces frais sont à charge de l'employeur. Le candidat ne doit en principe supporter aucun frais. Alors, il y a un élément très important lorsqu'on souhaite faire réaliser des tests préalables à l'embauche, c'est que ces tests ne constituent pas des prestations de travail.
Il faut vraiment garder ça à l'esprit parce que c'est ce qui va déterminer si le test préalable en l'embauche est légal ou pas. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer si un test préalable à l'embauche constitue une prestation de travail ou pas, ou comment justement ne pas tomber dans la prestation de travail? Dans ce cas-là, on a quelques lignes directrices qui sont données par la réglementation et qu'il faut bien garder à l'esprit pour ne pas tomber dans une prestation de travail. Alors, premier élément important, c'est qu'il faut que le test soit réalisé sur la surveillance d'une personne habilitée. Donc, c'est typiquement le cas d'un informaticien qui va passer des tests à l'embauche. Il faut que ces tests ne doivent pas être réalisés sous la supervision de la secrétaire, ça n'aurait pas de sens. Il faut que le test soit réalisé sous la supervision, par exemple, du responsable du département informatique. C'est une personne qui est habilitée à déterminer les capacités du candidat pour le poste à pourvoir. Enfin, deuxième élément, c'est l'absence de rémunération ou d'avantages matériels. C'est-à-dire que le candidat ne peut pas être rémunéré pour les tests qu'il passe pour la fonction à pourvoir. Il y a une exception qui est envisageable, c'est lorsque le candidat doit avancer certains frais pour la procédure de sélection. Imaginons, il doit imprimer un certain nombre de copies pour passer les tests préalables à l'embauche. Dans ce cas-là, il pourra demander à l'entreprise un remboursement des frais d'impression. Il pourra le faire seulement s'il a les pièces justificatives, donc le ticket de caisse, par exemple. Ensuite, ça, c'est un élément très, très important qui pourra déterminer si on est dans la prestation de travail ou pas, c'est qu'il faut qu'il y ait une absence d'avantage financier pour l'employeur. Donc, l'employeur ne doit pas en retirer une utilité ou une rentabilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'employeur ne pourra pas demander au candidat de réaliser un travail pour un de ses clients. Par exemple, on a un maçon. Il ne pourra pas aller sur le chantier d'un client pour réaliser le test préalable à l'embauche. Il pourra faire un test si c'est, par exemple, au sein de l'entreprise, monter un mur à titre de test, mais pas pour un client. On peut prendre aussi typiquement le cas d'une juriste. Une juriste qui va faire des tests à l'embauche pourra, par exemple, analyser un contrat de travail type, mais ne pourra pas faire une analyse juridique qui a été demandée par un client à l'entreprise. Dans ce cas-là, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que l'entreprise en retirera un avantage financier, une certaine utilité. Donc, il faut vraiment être très prudent à cet égard. Donc, les tests sont possibles, mais il ne faut pas que ça engendre un avantage financier pour l'entreprise. Ensuite, il faut que le test ne constitue pas un essai. Ici, on reste bien dans une mise en situation et pas un véritable essai. Donc, on ne peut pas déterminer si le travailleur sera compatible avec les travailleurs, si le candidat sera compatible avec les travailleurs, le personnel présent déjà au sein de l'entreprise. Ici, le but, c'est vraiment d'évaluer l'aptitude et les connaissances du travailleur et pas d'évaluer la compatibilité entre les travailleurs et le candidat. Donc, il faut vraiment être vigilant à cet égard. Il faut toujours garder à l'esprit que le test préalable à l'embauche a pour objectif d'évaluer l'aptitude et les connaissances du candidat, du futur travailleur. Et enfin, comme je l'ai déjà dit un petit peu plus haut, il faut que le test ait une durée limitée. Donc, quelques jours, c'est acceptable. Des tests qui se déroulent sur plusieurs jours, ce ne sera pas acceptable. Donc là, il faut vraiment garder à l'esprit ces 5 conditions, ces 5 éléments essentiels pour que le test à l'embauche ne devienne pas une prestation de travail. Alors, voilà, c'était un petit peu plus court que prévu. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je pourrai les analyser avec vous. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes pour poser vos questions et nous les analysons ensemble par après. Aussi, j'en profite pour attirer votre attention sur la sanction qu'il peut y avoir si le test préalable à l'embauche devient une prestation de travail. Si c'est le cas, on va considérer que le travailleur est sous contrat de travail et donc les règles applicables au contrat de travail seront de mise. Donc, par exemple, le travailleur pourrait réclamer une indemnité de rupture
ou alors le contrôle des lois sociales pourrait intervenir et sanctionner l'employeur en considérant qu'il s'agit de travail au noir. Donc, il faut vraiment faire très, très attention avec les tests préalables à l'embauche qui sont relativement bien encadrés. Voilà, je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Je vous remercie pour votre présence. Si vous avez une question sur le sujet ou sur un autre sujet, une autre problématique, n'hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire à nos prochains webinaires qui dureront aussi 15 minutes. Donc, allez-y, foncez et à bientôt.